Bien, bonjour à toutes et tous. Très heureux de vous accueillir pour ce 12e atelier de la bulle Créa du BIG 2023. Donc je suis Hervé Ducrot, je suis responsable de la création et de l'entrepreneuriat pour la région des Hauts-de-France. Ce que je vous propose pendant cet atelier, c'est qu'on mette un coup de projecteur sur trois formules, trois dispositifs d'entrepreneuriat assez originaux et je trouve qu'ils gagnent à être connus et qui permettent, vous allez le voir, de faciliter, de sécuriser l'entrepreneuriat. Alors les trois dispositifs dont il s'agit, c'est deux formules d'hébergement juridique. On va parler de entreprendre en couveuse d'entreprise. On va parler des coopératives d'activité et d'emploi. Et puis une formule d'hébergement physique, les boutiques à laisser, que certains réseaux appellent commerce en test. Voilà, et sur l'ensemble de ces trois formules, on va rapidement voir dans la demi-heure qui nous est dévolue quelles en sont les caractéristiques principales, quels en sont les avantages, quelles en sont les limites aussi, à quel type de projet ils sont bien adaptés, voilà, pour vous éclairer sur ces sujets. Alors pour traiter de ces sujets, je suis doté d'une équipe de choc de 4 experts que je vais vous présenter sous vos applaudissements nourris. Voilà. Donc Fabienne Richaud de l'Union des couveuses, Caroline François du réseau BGE, alors en l'occurrence BGE Hauts-de-France, mais qui aujourd'hui représente le réseau BGE au niveau national également, Pauline Ficheux également de BGE Picardie, mais qui représente là aussi le BGE au niveau national. Vous aurez compris que j'ai un petit tropisme dans mes experts sur les Hauts-de-France, je ne sais pas pourquoi, voilà. Et puis Olivier Bourdon, le 4e expert, qui est l'inventeur du concept des boutiques à laisser. Il en est aussi le directeur de la Fédération des boutiques à laisser, et il est également directeur d'Initiative Oise Est. Voilà les 4 experts, voilà le sujet. Donc on va... commencer tout de suite sur le premier de ces 3 types de dispositifs, les couveuses d'entreprise et les contrats qui y sont attachés ou qu'ils hébergent, hein, le CAP. Donc on va vous dire tout ce que vous avez envie de savoir sur le CAP, le contrat d'appui au projet d'entreprise, dont on fête les 20 ans cette année. Absolument, les 20 ans. Alors Fabienne, qu'est-ce qu'une couveuse et dites-nous ce qu'est ce CAP. Bonjour à tous. Alors effectivement, c'est une question qu'on nous a posée toute la journée. Qu'est-ce que c'est une couveuse ? Donc moi, je fais partie du réseau de l'Union des couveuses d'entreprise. On est, avant de vous expliquer ce que c'est, on est une 50aine de couveuses en France, 240 lieux d'accueil à peu près. On est partout, en métropole et dans les DOM. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'on vous a dit qu'on a accompagné 5500 entrepreneurs l'année dernière, comment on fait ? Qu'est-ce que c'est une couveuse d'entreprise ? Alors, une couveuse d'entreprise, c'est une structure en fait qui vous accueille et qui vous permet de tester votre marché avant de vous immatriculer. C'est-à-dire que la couveuse vous propose un hébergement juridique, une assurance professionnelle et vous accompagne dans le développement de votre activité. Pendant cet accompagnement, qui se fait sous la forme d'un contrat d'appui au projet d'entreprise, donc le fameux CAP qui fête ses 20 ans cette année, on vous forme au métier de chef d'entreprise. On vous libère des aléas, enfin pas des aléas, mais en fait des obligations comptables, administratives, etc., puisque la couveuse s'en charge pour vous. Et on vous permet effectivement de tester cette idée, de voir si elle est viable, si elle rencontre ses clients et son marché, et si vous pouvez en vivre de façon correcte, en fait, puisque l'idée, en fait, c'est de faire de vous des entrepreneurs qui gagnent leur vie. Donc voilà, les couveuses, c'est ça, c'est un accompagnement avant de vous immatriculer, afin de vérifier que votre idée fonctionne. Voilà ce que je peux en dire. Est-ce que... Alors, on va creuser un petit peu. Donc, ça veut dire qu'effectivement, c'est un dispositif qu'on peut utiliser pour se lancer au moment où on démarre, hein, avant immatriculation, ça, on a bien compris. Peut-être préciser quel est le statut, on va dire, de la personne à ce moment-là et quels sont ses revenus. Alors, le statut, en fait, c'est un statut extrêmement particulier.
C'est-à-dire que les personnes qui rentrent en couveuse conservent le statut qu'elles avaient précédemment. Donc le fait de signer un CAP ne modifie pas votre statut antérieur. Si vous étiez demandeur d'emploi, vous restez demandeur d'emploi. Simplement, il faut signaler à Pôle emploi que dans le cadre de votre retour en activité, de votre recherche d'emploi, entre guillemets, vous êtes en train de développer un projet d'entreprise. Si vous étiez étudiant, vous restez étudiant. Excusez-moi, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est vraiment comme un dispositif, j'ai failli dire un ovni, mais voilà, c'est vraiment un dispositif très spécifique qui est en fait le fruit d'une expérimentation il y a un peu plus de 20 ans, parce on est parti du constat qu'un entrepreneur prenait des risques, risquait de se mettre en difficulté s'il ne conservait pas son statut. Et donc nous, on lui propose de vérifier que son activité est pérenne, est viable, lui permet de dégager un revenu correct avant de s'immatriculer. Et on l'accompagne tout le long de son test d'activité. La durée de cette phase de démarrage en couveuse, quelle est-elle à la fois sur le plan réglementaire, mais aussi la moyenne que vous constatez de fait? Alors le CAP, en fait, donc c'est un contrat qu'on peut signer sur 12 mois maximum et qui est renouvelable 2 fois. C'est-à-dire que vous pouvez rester en couveuse jusqu'à 3 ans. Après, le constat qu'on fait, c'est que c'est à peu près 15 mois les accompagnements. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Fabienne. Alors, Caroline, toi, tu représentes la BGE. Le réseau des BGE déploie aussi une offre de type couveuse. Vous les appelez depuis quelques mois maintenant, hein, je crois qu'il y a une marque officielle depuis quelques mois, les Incubatests. C'est ça. Est-ce que là aussi, tu peux nous donner quelques éléments sur la couverture territoriale, quelques chiffres sur ce que ça représente, qui vient compléter on va dire le réseau déjà de l'Union des couveuses? Effectivement, le réseau BGE porte aussi des couveuses qu'on appelle Incubatest. Ça représente 46 départements couverts et à peu près 1600 projets qui sont testés chaque année. D'accord. Voilà. Est-ce que tu peux aussi nous dire de manière un peu plus pratique maintenant, pour continuer à préciser ce qu'est ce CAP et ces couveuses, je sais que c'est des points qui sont assez communs à vos deux démarches, quelles sont les modalités d'entrée ou les conditions d'admission ou le process d'admission dans ces couveuses? Alors, pour un porteur de projet de création d'entreprise, quand il s'adresse à une couveuse, on va regarder avec lui déjà l'activité qu'il souhaite porter et tester dans cette couveuse, puisque toutes les activités ne peuvent pas intégrer ce genre de dispositif, hein. On est bien sur un test d'activité, ce qui veut dire qu'on va limiter les investissements au démarrage, donc c'est plutôt des activités qui ne nécessitent pas de gros investissements ou de gros stocks au démarrage. Donc plutôt des activités de services, de formation, coaching, du commerce en ligne, hein, donc qui est plutôt du commerce à la demande, de l'artisanat, artisanat d'art, ce genre de choses. D'accord. Donc on va regarder d'abord le type d'activité, si cette activité est bien intégrable dans la couveuse, si on peut l'assurer, puisque notre assureur valide aussi l'intégration de votre projet en fonction de l'activité dans la couveuse. Et ensuite, on va regarder le statut de la personne en fonction des couveuses. Il peut y avoir des particularités. Par exemple, si vous êtes demandeur d'emploi ou s'il y a d'autres statuts qui sont nécessaires. Et on va regarder ensuite votre projet en lui-même, donc où vous en êtes dans votre projet, si votre projet est viable, si vous avez tous les éléments en main, les tarifs, les partenaires, les collaborateurs qui pourraient vous aider dans votre entreprise, que vous ayez tous ces éléments pour développer tout de suite votre projet et être dès le démarrage, dès l'intégration en couveuse, sur le terrain, sur le marché, pour tester votre activité. D'accord. Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques indications sur, on va dire, le modèle économique, le deal, pour le faire simple, qu'il y a entre la structure d'accueil et puis la personne qui se lance effectivement dans l'entrepreneuriat au sein de cette couveuse? Effectivement, la couveuse, c'est un
un hébergement juridique, mais c'est aussi un accompagnement, du coaching, de la formation, parce qu'on veut faire des entrepreneurs qui soient pérennes pour leur activité, qui puissent relever un revenu décent de leur activité. Donc pour ce travail-là, on a des financements publics qui nous permettent de passer du temps avec les entrepreneurs sur ce domaine-là. En parallèle, on demande aux entrepreneurs une participation sur leur activité. Donc en général, ça tourne autour de 10% du chiffre d'affaires ou de la marge brute selon les couveuses, qui servent à financer tous les frais liés à votre activité, donc assurance, outils comptables et expertise comptable, etc., etc. Ce genre de charges liées à l'activité directement. D'accord. Donc il y a un forfait de l'ordre de 10% de l'activité, mais en réalité qui ne couvre pas le coût de fonctionnement parce que ce sont des dispositifs qui sont largement subventionnés. Donc pour le porteur du projet, en réalité, il y a une économie. C'est ça, tout à fait, puisque la formation, etc., on sait que ça a un coût et tout ça, c'est inclus dans le parcours de l'entrepreneur. D'accord. Alors, sur ces couveuses, question aussi très pratique, comment on vous trouve? C'est-à-dire que si j'habite Narbonne ou Beauvais ou Paris et que je me dis, tiens, mais ça me paraît... un dispositif qui m'aiderait à franchir le pas. Comment est-ce qu'effectivement on rentre en contact avec la couveuse la plus proche de chez soi, que ce soit côté Union des couveuses ou côté BGE? Est-ce qu'il y a une adresse qui va bien, un site qui va bien? Alors nous, on a un site internet qui s'appelle jetestemonentreprise.com, donc c'est relativement facile, où vous pouvez effectivement trouver le contact de toutes les couveuses par région. Il y a aussi certaines couveuses qui sont des couveuses métiers, donc vous pouvez regarder, enfin il y a toutes les informations nécessaires sur le site. Donc je répète, c'est jetestemonentreprise.com. Voilà, c'est le contact le plus simple, c'est là. Sinon, j'ai encore mes collègues qui sont juste à côté, dans la bulle créa. Pendant les minutes qui viennent aussi. Et puis, s'agissant de BGE, là aussi, comment est-ce qu'on fait pour vous détecter sur le territoire? Alors, on a aussi un site qui s'appelle bge.asso.fr. Où vous retrouvez l'ensemble des antennes BGE de toute la France. Et dessus, vous avez un onglet particulier sur le test d'activité, les incubatests en l'occurrence, et où vous retrouvez les contacts sans souci. Très bien. Alors, quand on a fait ces quelques mois dans ce statut très particulier, très hybride, mais qui permet d'aller progressivement et de tester son activité réellement, quelles sont les issues? On peut s'arrêter? Alors, nous, les statistiques qu'on a, c'est que sur 100 entrepreneurs, on a à peu près la moitié qui créent leur entreprise. D'accord. On en a à peu près 30 qui retournent à l'emploi. On en a une vingtaine qui rentrent en formation. Et puis on en a, il y a d'autres sorties qui retournent à la recherche d'emploi, etc. Mais en gros, on a à peu près 50% de nos couvées qui créent leur entreprise. Et le constat qu'on fait, c'est que quand ils créent, c'est qu'ils sont prêts. Et donc, on a un taux de pérennité qui est, on va dire, plus fort. Mais ça, c'est un constat que vous faites aussi. On a un taux de pérennité à long terme qui est bien meilleur, puisqu'en fait, au moment où ils se lancent, c'est qu'ils ont fait le constat que ça marchait, qu'ils pouvaient en vivre, etc. Voilà. Puis ils ont des les bons dispositifs réflexes, dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment des dispositifs qui sécurisent votre parcours. Alors, parmi les manières de créer, il faut qu'on fasse une habile transition pour le sujet d'après. On peut créer de différentes manières. Tout à fait. Ouais, on peut s'installer comme on connaît, avoir son numéro ciré, avoir inscrit son entreprise. Et puis aussi, on peut trouver d'autres formes d'entrepreneuriat, notamment au travers des coopératives, qui est une suite logique finalement. Si on veut poursuivre un petit peu cette période de test, on le disait, la période de test, elle n'est pas éternelle. Donc on peut continuer encore à sécuriser son parcours et passer par la transition coopérative d'activité et d'emploi. Les coopératives d'activité et d'emploi. Formidable, quel sens de la transmission. Et donc j'appelle Pauline Ficheux pour que nous puissions effectivement maintenant creuser ce sujet. Merci beaucoup Fabienne. Alors Pauline, ces coopératives d'activité et d'emploi, même question, je dirais. Quelles en sont les principales caractéristiques? Le contrat dans lequel on est hébergé, c'est un contrat entrepreneur salarié associé, le CESA. Dites-nous tout sur les coopératives d'activité et d'emploi et le CESA. Donc bonjour à tous. Donc oui, après la période de couveuse, on peut continuer de poursuivre son parcours et de rejoindre une CAE, donc coopérative d'activité et d'emploi.
Les CAE, ce sont des structures qui proposent aux entrepreneurs qui les rejoignent de développer leur activité en bénéficiant du statut d'entrepreneur salarié associé. C'est pour ça qu'on parlera de CESA, contrat d'entrepreneur salarié associé. Le contrat d'entrepreneur salarié associé, c'est finalement continuer à être accompagné comme on a pu l'être en couveuse au démarrage, donc bénéficier toujours d'un accompagnement, d'un coaching, d'accès à la formation, tout en ayant le statut de salarié et en bénéficiant de la protection sociale du salarié. Il faut savoir que les entrepreneurs qui entreprennent en coopérative cotisent comme un salarié classique à l'assurance chômage, à la retraite, à la maladie. Donc c'est un statut hybride qui permet vraiment d'allier la liberté de l'entrepreneur parce que vous allez agir pour votre compte, vous allez choisir vos clients, voilà, entreprendre comme un entrepreneur sur les formats qu'on connaît habituellement, mais en ayant finalement la protection sociale qu'on retrouve dans le salariat. Donc vous voyez des dispositifs vraiment où on mêle réellement une liberté et une aventure entrepreneuriale, mais avec un cadre finalement de rémunération qui est proche de celui du salarié. Est-ce que vous avez sur ces dispositifs quelques chiffres et quelques... oui, notamment pour mesurer... on va dire la couverture territoriale, l'importance, est-ce qu'on parle de quelque chose qui reste anecdotique ou de quelque chose qui est très développé et est-ce qu'on peut penser que quand on veut se lancer dans ce type de format, on trouvera près de chez soi une structure d'accueil? Alors chez BGE Picardie, on a une coopérative basée sur les départements de l'Oise, l'Aisne et la Somme. Il y a plusieurs BGE qui ont des coopératives et il y a aussi une fédération des CAE qui regroupe 155 coopératives d'activité et d'emploi. Et l'année dernière, en 2022, on comptait environ 12 000 entrepreneurs salariés, donc entrepreneurs qui ont choisi d'entreprendre en coopérative. D'accord. Ce qui est peut-être important de préciser aussi, parce que ça ne va pas de soi, c'est que cette coopérative, elle n'est pas forcément incarnée par un lieu, et ça ne veut pas forcément dire qu'on va tous les jours travailler dans ce lieu. C'est d'abord un hébergement juridique. Oui, tout à fait. En fait, c'est surtout un appui avec une équipe spécialisée. On va vous alléger de la partie administrative, des lourdeurs administratives qu'on peut avoir. Et ça va permettre vraiment aux entrepreneurs qu'on accompagne de pouvoir se concentrer à fond sur le développement de leur activité. Donc l'idée, c'est de se dire, laissez-nous la partie administrative et vous, allez faire du business, allez à l'extérieur, allez rencontrer vos clients, des marchés. Nous, on s'occupe de la partie administrative. Donc, il y a vraiment, on n'a pas forcément de lieu physique de rencontre. En plus, aujourd'hui, on peut se voir en visio. Il y a plein de façons de se rencontrer. Donc, on peut se rencontrer physiquement, mais c'est pas qu'un lieu d'accueil. C'est plus profond que ça. C'est vraiment, vous rejoignez une équipe support et vous rejoignez aussi un réseau d'entrepreneurs. Voilà, parce qu'en fait, on va créer des événements, des rencontres pour que vous aussi, vous puissiez vous sentir appartenir à un collectif. Vous êtes tous salariés d'une même structure. Vous êtes entrepreneurs salariés de la même structure. Et tout le monde contribue au fonctionnement des coopératives. Donc c'est vraiment un modèle qui est innovant et qui est différent de ce que l'on voit habituellement. Ouais, donc j'ai envie de faire du business. L'administratif, ça ne me branche pas trop. Je n'ai pas envie d'être seul. C'est vraiment un dispositif qui est bien adapté, quoi. Oui. Et des gens qui sont passionnés d'administratif quand on est entrepreneur, moi je ne connais pas non plus des quantités énormes. Ceci dit, plaisanterie mise à part, comment est-ce qu'on entre dans ces structures? Est-ce qu'il y a un process d'admission? Est-ce qu'il faut, voilà, il y a des conditions, des prérequis? Comment est-ce que ça se passe? Eh bien souvent, on va vous conseiller de passer par le test en couveuse avant, parce que comme ça, on aura des résultats mesurés, parce que justement, en passant en couveuse, vous aurez testé l'activité, donc on aura des résultats mesurés avant d'intégrer la coopérative. Et la plupart des coopératives en France vous proposeront de présenter votre projet devant un comité finalement à intégration, qui vous servira aussi, c'est intéressant de confronter son projet à des avis, de déterminer un plan d'action sur aussi toujours dans le lancement et le démarrage de votre activité. Alors, ce dispositif, on le voit, il a beaucoup d'atouts, beaucoup de vertus. Il a aussi ses limites. Et je pense que c'est important pour éclairer les gens qui nous écoutent de dire à quel type de projet il est bien adapté et peut-être ceux qui peuvent plus difficilement rejoindre ce type de structure. Oui, en fait, il y a des coopératives qui sont spécialisées dans des secteurs, la formation, le bâtiment. Donc, on a des coopératives vraiment spécialisées dans des domaines. Et en revanche, il y en a des généralistes. Donc, vous choisirez en fonction de vous, votre lieu d'habitation et de votre domaine d'activité. Mais il y a aussi des projets qui ne sont pas
sont pas adaptés finalement pour l'entrepreneuriat en coopérative. On a les mêmes limites que sur la couveuse, dans le sens où on ne s'adresse pas à des projets avec un financement bancaire hyper important, où vous allez avoir vraiment besoin d'un financement très important avec une structure où vous avez 80 salariés. On est souvent quand même sur des entrepreneurs qui créent leur emploi et qui créent leur activité. Oui, c'est ça, hein. Je crois que la limite, vous avez dit 80 salariés. Bon, si ça bloquait qu'à 80, ce serait pas très très gênant. Oui. Je crois qu'il faut dire que l'entrepreneur qui entre dans ce type de structure, globalement, il n'a pas de salariés, Oui, hein, et il n'a pas vocation à en avoir rapidement, et il lève pas de financement. Parce que c'est C'est ça. assez difficile de lever des financements C'est dans ce ça. cadre. Mais par contre, il y a quelques activités, vous l'avez dit, où il y a des coopératives qui sont spécialisées, de sorte qu'on peut faire une activité de bâtiment, oui, qui par nature nécessite quand même quelques investissements, mais en fait on va utiliser les actifs de la coopérative, qui sont finalement des actifs qui vont être mis à disposition de l'ensemble des coopérateurs, des camions, Exactement. voilà. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on vous trouve? Alors, vous pouvez aller sur le site, soit vous contactez la BGE la plus proche de chez vous, qui vous réorientera vers une coopérative, et sinon, il y a le site de la Fédération des CAE qui recense finalement et qui peut vous permettre, il y a un annuaire, de vous mettre en contact avec les coopératives de votre territoire. Merci beaucoup pour cet éclairage très précis sur les CAE et le CESA. Et donc on passe au troisième dispositif que je souhaitais vous présenter dans cet atelier, qui est aussi un dispositif de test d'activité et un dispositif où il y a aussi quelque part une progressivité dans les engagements que vous prenez. Donc après 2 solutions d'hébergement juridique qu'on vient d'évoquer, là on va parler plutôt d'un hébergement physique, hein. Donc on va parler des boutiques à laisser. Et je suis très heureux d'accueillir Olivier Bourdon, puisque c'est lui qui a inventé cette formule il y a, on va pas dire combien de temps, parce que il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Bon. Voilà, il y a 10 ans, et qui aujourd'hui anime la fédération qui déploie ces boutiques à laisser. Donc, Olivier, qu'est-ce que sont ces boutiques à laisser, leurs principales caractéristiques et aussi les quelques chiffres qui permettent de montrer l'intérêt du dispositif? Déjà, je vais commencer par un constat. Est-ce que vous avez remarqué que dans beaucoup de centres-villes, vous avez des boutiques vides? On a fait, nous, le constat que les boutiques étaient vides et que malheureusement, en face, il y avait des porteurs de projets, mais qui ne trouvaient pas de locaux. Pourquoi? Parce que quand vous prenez un bail commercial, c'est un bail 3, 6, 9. Ça veut dire que vous engagez pour 3 ans. Nous, on s'est dit, mais pourquoi on ne propose pas aux propriétaires qui ont des boutiques vacantes de mettre des gens à laisser pour tester leur idée de commerce? Si l'idée fonctionne, les gens peuvent garder le commerce. Donc finalement, en fait, on a inventé la période d'essai. Quand vous êtes salarié, vous avez une période d'essai. Quand vous êtes commerçant, nous, on a inventé la période d'essai pour les commerçants. Donc aujourd'hui, si je dois vous donner quelques chiffres, on a lancé près de 200 opérations dans toute la France. On a aujourd'hui un taux de transformation, donc 80% des gens qui testent, qui font l'essai, transforment l'essai et s'installent de façon définitive. Et en fait, aujourd'hui, on ouvre à peu près toutes les semaines une nouvelle boutique. Malheureusement, je dirais, ou heureusement, il y a beaucoup de boutiques qui sont fermées dans les centres-villes. Il y a un taux de vacances en France qui est de l'ordre de 11%. Ça veut dire qu'on a dans les centres-villes 11% de vacances commerciales. Donc il y a autant d'espace dont vous pouvez profiter. Voilà. Comment, toujours les mêmes questions, mes questions ne sont pas très originales, c'est les réponses qui le sont, hein. Comment est-ce qu'on entre, comment est-ce que on peut trouver une opportunité, soit sur son territoire, soit en se déplaçant dans ce dispositif? Comment on peut en bénéficier? Alors nous, on a un site, si vous tapez sur Google boutique à l'essai, on arrive, première solution, c'est nous, et vous allez avoir des appels à candidature dans les villes où on est partenaire. On a aussi, et c'est un point important, on s'est dit qu'il fallait aussi qu'on accompagne les futurs commerçants. Si vous avez un projet de commerce, on a lancé une formation e-learning gratuite pour tout nouveau commerçant qui s'appelle j'ouvre-ma-boutique.com. Si vous allez sur j'ouvre-ma-boutique.com, on vous donne des conseils. Les erreurs à éviter pour signer le bail, on vous dit comment trouver les différents partenaires, on vous accompagne vraiment. Et une fois que vous avez construit le projet, vous pouvez candidater sur une opération. Il y a un jury qui se réunit et qui va élire le meilleur dossier, qui va être le candidat à l'essai. Maintenant, on a décidé aussi une chose, c'est qu'on a des locaux vides dans les villes. Si tous les candidats ne peuvent pas être retenus, on peut les accompagner à trouver d'autres locaux. Donc il arrive dans certaines villes que, par exemple, certains candidats ne soient pas retenus sur la boutique à l'essai, mais on va les accompagner à trouver un local. Et ce que tu me disais aussi quand on a préparé cet atelier, tu me disais finalement, s'il y a quelqu'un qui se dit ce dispositif serait bien, mais
que quand ils vous appellent, il n'existe pas forcément de partenariat dans la ville, eh bien justement, cet appel peut être l'occasion pour vous d'aller dire, tiens, on n'était pas présent dans cette ville, on peut aller ensemble voir les élus et leur proposer cette solution. Et donc finalement, ça peut être aussi ce qui initie la démarche, quoi. Oui, en fait, vous êtes nos ambassadeurs parce que toutes les villes ont de la vacance commerciale. Nous, on a 10 ans, déjà 10 ans, mais seulement 10 ans, ça veut dire qu'on est une jeune marque. Alors nous, on est structure associative à but non lucratif. Notre métier et notre passion, c'est vraiment de redynamiser les centres-villes. Donc si vous avez dans votre collectivité des locaux vacants, il faut aller voir la mairie en disant « Est-ce que vous connaissez les boutiques à l'essai ?» Et automatiquement, les choses vont se faire naturellement. C'est comme ça que régulièrement, on a des appels de collectivités qui ne connaissaient pas le dispositif, mais qui ont été alertés par des porteurs de projets. Donc n'hésitez surtout pas à faire passer le message. Tout à l'heure, on a dit les deux formules qu'on a présentées sont des formules qui ne nécessitent pas d'immatriculation. Là, à l'inverse, quand on va dans une boutique à l'essai, on est immatriculé, hein, on a créé sa boîte. Et là, pour le coup, on peut avoir des salariés, on peut avoir de l'investissement. Enfin, je veux dire, on est à ce stade-là. Deux mots sur les éléments de coût économique. Et tu me disais effectivement, finalement, d'efforts souvent que consente le bailleur dont le local est vide pour accueillir ce projet. Et quelquefois même des conditions privilégiées de démarrage qui peuvent perdurer parce qu'il y trouve son compte. Mais je ne veux pas faire les réponses à ta place. Non, généralement. Alors, le concept de boutique à l'essai, c'est qu'on va négocier aussi avec les propriétaires un loyer minoré en leur disant on va vous trouver quelqu'un, sécuriser quelqu'un, mettre dans votre boutique, mais faites un effort. Et on observe en moyenne que nous, les propriétaires, vont faire une baisse entre 10 et 50% du loyer. En moyenne, c'est 20%. Ce qu'on observe aussi, et c'est un autre point important, c'est qu'une fois que l'essai est transformé, on a très peu de propriétaires qui décident d'augmenter le loyer. Ils laissent le loyer à niveau minoré parce que ce qui intéresse un propriétaire en France, c'est vraiment que le loyer tombe tous les mois. Donc nous, on a sécurisé son loyer, il a un occupant, tout le monde est content et ça permet effectivement comme ça d'occuper des cellules. Petit point important, quand on a fini d'occuper un local et qu'un commerçant à l'essai transforme l'essai, on passe à une autre cellule commerciale de la ville. Donc par exemple, cet après-midi, mes collègues étaient à Roubaix. Roubaix, il y a toute une avenue où effectivement il y avait des boutiques vacantes, l'artère principale. Cet après-midi, il y a 3 dossiers, 3 boutiques à l'essai qui ont trouvé 3 candidats différents. Et on essaye comme ça de continuer à repeupler des centres-villes. Parce que juste pour finir sur ce point-là, vous avez remarqué que le monde attire le monde en fait. Plus vous avez de commerçants dans une rue, plus vous avez des nouveaux commerçants qui ont envie de venir. Quand vous voyez une rue qui commence à se dépeupler des commerces, eh ben, tout le monde s'en va en fait. Donc c'est le principe du monde qui attire le monde. Merci beaucoup Olivier. Caroline, toujours sur ces formules de tests dans des commerces, dans des baux. Donc le réseau BGE développe aussi cette offre et donc complète le maillage territorial et les chiffres que vient de nous donner déjà Olivier. Est-ce que tu peux nous donner effectivement quelques indications sur ce que représente ce dispositif porté par le réseau BGE que vous appelez, vous, Mon Commerce en Test, depuis quelques mois. Il a une marque nationale maintenant. Et aussi peut-être les quelques différences qu'il y a dans votre approche notamment dans l'accompagnement des publics qu'il y a dans l'offre de BGE. Alors, effectivement, l'offre BGE concerne Mon Commerce en Test. Donc, c'est une offre qui est déployée dans plusieurs régions de France, pas toutes les régions, mais une grande partie. Ça représente une cinquantaine de projets testés en commerce. Effectivement, l'objet est un peu identique. Donc, on va travailler avec des propriétaires de locaux sur notamment une mise aux normes aussi, parce que souvent quand les locaux sont vacants, c'est qu'ils ne sont pas toujours aussi frais, donc besoin de travaux sûrement dans les locaux. Donc ça, on essaye de négocier avec les propriétaires des locaux qui soient propres, aux normes, adaptés à l'accès handicapé, et une négociation effectivement du loyer progressif, notamment sur la première année, pour permettre aux commerçants de développer son activité en toute sérénité. Les éléments sur lesquels on travaille principalement sont la formation et le coaching de l'entrepreneur, puisque ce qu'on veut, c'est effectivement que le développement se fasse rapidement et qu'on puisse l'aider à développer son activité, à trouver rapidement des clients et que son activité soit pérenne.
Donc on travaille sur du coaching, de la formation sur l'ensemble des sujets que concerne l'entrepreneuriat et particulièrement sur le sujet digital, puisque pour nous le commerce d'aujourd'hui c'est plus seulement un commerce physique, c'est aussi un commerce qui se fait de manière digitale, donc aller sur le numérique, sur les réseaux sociaux, sur le site internet et travailler avec l'entrepreneur sur ces sujets-là, savoir animer son site, animer ses réseaux sociaux pour pouvoir attirer sa clientèle à la fois sur ces outils numériques mais aussi dans son local pour pouvoir avoir d'autres clients. Donc c'est un élément sur lequel on insiste beaucoup et on travaille beaucoup avec les entrepreneurs pour ce développement. Merci beaucoup Caroline. J'ai un œil sur le compteur, il reste 28 secondes. Donc ça veut dire que j'aurai pas le temps de prendre des questions dans la salle, mais mes experts, je les ai prévenus qu'ils ne se sauvaient pas et que probablement il y en aurait. Donc je vous invite à aller les voir à la sortie. Il me reste 15 secondes pour faire une conclusion. D'abord, merci beaucoup à vous quatre. Et puis, je crois que vous avez compris, en tout cas moi en les écoutant et en découvrant un peu ce sujet, parce que j'en étais pas un expert non plus, qu'il n'y a pas d'un côté un salarié et de l'autre côté l'entrepreneuriat où je suis tout de suite immatriculé, tout de suite en risque juridique, seul. Vous avez vu qu'il y a des formules de tests d'activité.